Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yakov. Bonjour. Alors dans cette porte ouverte qui t'est évidemment dédiée et nous verrons pourquoi un petit peu plus tard, tu as écrit un livre de science-fiction qui d'ailleurs, je pense, n'en est pas vraiment un puisque il y a beaucoup d'annotations, je dirais, dans le réel. Donc tu mélanges la fiction et la réalité. Et je l'ai trouvé honnêtement extrêmement intéressant. Donc, tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui suis enchanté, merci beaucoup. Et puis donc, ma première question est la suivante, Yakov, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui voudraient en connaître un peu plus davantage à ton sujet. Alors, peux-tu te décrire, Yakov, et nous dire un peu ton parcours professionnel et ce qui t'a emmené à devenir auteur de SF? Alors, c'est très simple. J'ai fait déjà au départ une étude en tant que tôlier-formeur, ça ramène à l'antiquité des voitures, si je puis dire, où on apprenait encore à fabriquer des voitures à la main. Ensuite, j'ai fait de la réparation, où j'ai fait beaucoup de préparation course, allègement, renforcement de carrosserie, de caisse, etc., un peu de préparation moteur. Et j'ai appliqué ça également au bateau. Donc, je faisais moi-même mon design, je faisais moi-même ma création, que ce soit en tôle, donc en ferraille, en aluminium, en fibre ou même en bois. J'ai fait bateau et voiture. Et puis, on m'a demandé de faire prof à l'éducation nationale, ce que j'ai accepté. Donc, j'ai été prof de charpente métallique, j'ai été prof de construction, réparation de bateaux en matériaux composites et bien entendu construction, réparation de carrosseries automobiles. Bon, ça c'était pour le côté, disons, officiel de la chose. Pour le côté, on va dire, un peu moins officiel, j'ai donné des cours de radiesthésie parce que j'ai toujours été là-dedans, grâce à une certaine, on va dire, capacité de voyance pour pas. Et je me suis dit qu'un jour, tout ce que j'avais accumulé comme expérience personnelle, ben, ça serait bien de le transmettre. Donc, j'ai commencé à écrire des bouquins et on va dire que pour ma vision personnelle, c'est à 90% potentiellement vrai. C'est-à-dire que science-fiction, je l'ai nommé comme ça parce que, pour ne pas paraître prétentieux, ce que tu voudras, mais bon, mais en réalité, toutes les informations qui sont dedans sont ou réelles, vérifiables à l'heure actuelle, ou font potentiellement partie d'un passé lointain ou d'un avenir proche. Ça, c'est autre chose. Voilà, en gros, j'ai un brevet d'invention sur des jantes de voiture en matériaux composites, que j'ai fait ça il y a un peu plus de 40 ans, j'ai été le premier au monde à faire ça. Mon but à l'époque, comme je m'occupais beaucoup de courses automobiles, et qu'à l'époque c'était le magnésium qui était utilisé quand une voiture éclatait un pneu et que la roue frottait par terre, ben la voiture prenait feu. Ah d'accord. Donc pour avoir les mêmes capacités au niveau poids, résistance, etc., moi je l'ai fait en composite, ce qui évidemment ne prenait pas feu en cas d'accident. Voilà en gros la motivation générale. D'accord, oui, donc un parcours, je dirais, professionnel abouti pour le coup, et tout en ayant, je dirais, comme tu dis, une vision que tu as appliquée donc à l'avenir. Donc cette vision, donc c'est dématérialisé comment, Jacob, dans le sens où c'est dans la radiesthésie ou dans les sciences parallèles finalement. Alors il y a deux aspects à la chose. Il y a un aspect qui correspond à la mécanique des fluides, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire de l'aérodynamisme sur les voitures, je me suis aperçu que je voyais les filets d'air. Donc je pouvais visualiser les filets d'air quand ils passaient, donc ça me permettait de modifier la voiture comme je voulais. Et après j'allais faire sur la route des essais avec bon. Et je m'apercevais que bon, les voitures que j'avais traitées, quand elles faisaient de la course, ben, elles avaient gagné nettement en performance au niveau aérodynamique, c'est-à-dire plaquage au sol, tenue de route, etc. Bon, j'ai appliqué la même chose au bateau quand je me suis occupé. Donc, j'ai construit des kayaks, j'étais tout jeune d'ailleurs, à 13-14 ans. Et donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il m'est arrivé, quand j'étais encore très jeune d'ailleurs, ça fait pas mal d'années de ça,
de parler au passé de certaines personnes alors que théoriquement elles étaient vivantes. Et je me suis aperçu qu'en général, j'apprenais leur mort quelques jours après. Donc c'était un ressenti de leur mort à l'avance. Puis petit à petit, ça s'est développé, que ce soit pour les vies antérieures des gens, ou très souvent j'arrive à voir de quoi ils sont morts, qu'est-ce que c'est qui les a fait souffrir, qu'est-ce que c'est qui les a marqués dans une vie passée proche ou lointaine, parce que des fois ça peut être il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans ou il y a 2000 ans, ça dépend de l'incarnation en question. Bon, et des fois ça me permet également de voir le caractère des gens au travers des âges et de les aider à passer certains problèmes, comme un gars qui a le vertige, ou quelqu'un qui craint le cheval, ou quelqu'un qui est allergique au poulet, ou etc., quoi. Donc ça permet d'aider les gens. Voilà. Donc, Yakov, j'ai une question tout d'abord à te poser, que nous allons comprendre bien évidemment par rapport à ce que tu viens de dire avant, mais je te la pose quand même. Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir auteur de SF, de science-fiction? La question est très simple, c'est que au fil du temps, j'ai accumulé pas mal d'expériences dans différents sujets, dans différentes situations. Et je trouve dommage de ne pas le faire partager. Donc, je présente sous un aspect science-fiction, alors qu'en réalité, la plupart des choses sont véridiques, comme passer la main au-dessus d'une carte pour retrouver des personnages ou pour retrouver des lieux, comment par exemple ont été construites les pyramides, ou découper les pierres, etc., comment les pierres ont été transportées, ou bien comment faire un engin volant sans hélice, mais par effet électromagnétique ou électrostatique, etc. Bon, tout ça, ce sont des choses que j'estime qui méritent d'être transmises, parce que une expérience qui n'est pas communiquée ne sert à rien. Et il faut servir à quelque chose sur cette terre. Voilà, donc je le présente sous un aspect science-fiction, parce que ça va faire plus facilement entrer les gens dans la lecture. Après, ils classeront eux-mêmes. Bien sûr. Alors moi, si tu vas aller par là, j'ai encore une autre question. Donc dans ce bouquin, alors par exemple, parce qu'on va parler du livre évidemment, hein, Jacob. Alors, peux-tu nous parler, Jacob, un petit peu de ton excellent ouvrage d'ailleurs, que j'ai réellement apprécié, hein, donc sous le titre Connaissez-vous cette fin des temps aux éditions Miroir de l'âme? Oui. Donc, sans évidemment en donner toutes les trames et laisser à nos lecteurs l'envie d'en découvrir davantage, finalement. Déjà, disons que ça commence, le livre commence par le regret, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de grands massacres à une certaine époque revient dans les temps présents parce que il est bloqué entre deux mondes. Donc, quand quelqu'un meurt, son âme, ça va dans un certain niveau, et selon son état mental de l'époque, il ne peut pas passer d'un côté ou de l'autre. Donc, il revient et il prévient la civilisation, donc par l'intermédiaire des héros de l'histoire, qu'il va se passer des choses dramatiques, pour justement tenter d'éviter la chose, parce que ça lui permettrait à lui de se racheter déjà. Ensuite, il y a deux histoires en parallèle, qui se déroulent à des temps différents et à des lieux différents, mais qui finissent par se retrouver, et qui expliquent, entre autres, comment on faire un vaisseau spatial qui fonctionne sans carburant, et comment rétablir comment communiquer avec l'ensemble de l'univers, ou comment rétablir une gravitation à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Bon, voilà. Donc ça touche à plein de sujets, aussi bien d'ailleurs d'où vient l'idolâtrie. Parce qu'il y a des entités des gens qui se sont décédés, mais de mauvaise humeur, avec une mauvaise mentalité, et qui utilisent cette position où il n'y a pas le problème du corps pour dominer les autres. Voilà, ça touche un petit peu à tous ces sujets-là, avec toujours un aspect beaucoup d'amour. Parce qu'en vérité, tout est basé là-dessus, c'est la seule solution pour s'en sortir dans le monde.
Alors, il y a dans ce livre, Yakov, une façon d'aborder des thèmes qui me sont chers. Donc, par exemple, on peut y retrouver la réincarnation, les trous noirs, les vaisseaux lunes, la bioénergie, le pendule, la géobiologie, le voyage mental, les batailles psychiques, la magie noire et j'en passe. C'est ça, Yakov? Tout à fait, oui, tout à fait. Bon, moi je pars du principe déjà que le cosmos, l'univers, c'est un petit peu comme la mer. C'est-à-dire que c'est une certaine énergie qui a des vagues. C'est pas quelque chose de plat et de concis et d'immobile. Non, tout bouge. Donc, par moment, comme il y a des tourbillons dans la mer, ben, il y a des tourbillons dans l'espace. C'est ça qui va créer une étoile. C'est ça quand l'étoile meurt, qui devient un trou noir, etc. Il y a plusieurs niveaux là. Ça dépend si elle meurt lentement, si elle meurt vite, etc. Bon. Ensuite, bon, il est évident qu'un homme n'est pas basé juste un morceau de viande. Un homme, c'est fait de lumière d'un côté et de matière de l'autre. Bon, les deux sont assemblés pour le temps d'une vie, ce qui fait que quand il y a certaines personnes qui savent sortir de leur corps pour faire une action bénéfique ou une action maléfique, ça dépend des personnes. Et puis il y en a d'autres qui profitent de leur situation une fois qu'ils sont sortis de leur corps, parce que le corps est décédé, il est mort, pour devenir soit très bon, j'en connais, soit très mauvais, malheureusement, on en connaît aussi. Ensuite de ça, on comprend bien que si tu te trouves à un endroit et que tu fais une projection mentale sur quelque chose, que tu prends un appui avec un sujet, que ce soit une carte, comme j'explique entre autres dans ce bouquin, où on fait une recherche de personnages, une recherche de personnes qui veulent se cacher ou personnes disparues, ben, avec une carte, déjà, tu peux, cette projection mentale, retrouver la personne. Bon. Maintenant, il y a aussi des choses qui se sont passées et qui sont encore. D'ailleurs, si on parle de la malédiction des pharaons d'une certaine époque, où les premiers archéologues sont tous morts, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au-delà des gaz, des insectes, des virus qu'il pouvait y avoir de l'époque, il y a aussi une valeur mentale. C'est-à-dire que les pharaons avaient une connaissance dans ce sujet qui était très très avancée et qui était capable de charger les pierres ou de charger un milieu aérien, c'est-à-dire l'air qui était inclus dans les pyramides, par exemple, pour prendre un exemple, pour ça que j'en parle assez précisément dans le livre. Bon, c'était chargé de ce qu'on appellerait de la lumière nocive. Donc quelqu'un qui va entrer là-dedans, mais qui n'est pas préparé à ça, qui ne sait pas que ça existe ou qui ne sait pas comment se défendre, il va être touché par cette malédiction, puisque une lumière nocive devient une malédiction dans le sens où elle est nocive pour toi. Partant de là, ben, la personne peut avoir des maladies, peut avoir tout un tas de choses qui se greffent sur sa santé ou sur des événements comme des accidents ou tout ça, parce que effectivement, une fois que cette lumière nocive t'a accaparé, elle te lâche pas. Bon. Ensuite de ça, ben, y a quand même pas mal de sujets, comme oui, c'est vrai que beaucoup de gens utilisent le pendule. À une époque, j'enseignais ça, comme je le dis sur la couverture du livre, j'enseignais ça, et ça peut avoir des utilités très très variées et très très importantes. Il y a une chose qui se pratiquait aussi à l'époque, parce que il ne faut pas se situer que à la mentalité des gens. Il y a également des problèmes au niveau tellurique. C'est-à-dire, par exemple, les anciens, quand ils voulaient construire une maison, ils mettaient un enclos avec des moutons dedans. 1 an, 2 ans. Si les moutons se développaient correctement, c'est que le côté tellurique était bon. Donc, ils pouvaient construire la maison à cet emplacement. Si les moutons ne se développaient pas comme il faut, c'est qu'il y avait un problème tellurique, alors il fallait pas. Maintenant, au niveau tellurique, il y a 2 aspects à la chose. Il y a le côté tellurique purement terrestre, d'où tellurique, ok, et il y a le côté que l'on pourrait qualifier de satanique. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est pour ça que j'en parle entre autres dans le livre, de démons qui ressortent du sol, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des canaux dans la terre, des lignes qui sont utilisées pour se déplacer. Pour eux. Donc, si tu construis une maison là-dessus, tu sais que tu vas avoir des ennuis. Là, c'est obligé. Je m'en suis occupé.
Ouais, je me suis occupé de plusieurs maisons comme ça. Tu peux avoir des... Mais alors, si tu construis la maison à l'intersection de deux lignes, alors là, tu peux t'attendre à des meurtres, des suicides, des trucs graves, quoi. Bien. Oui, tu as tout à fait raison de le souligner, Jacob. Il y a beaucoup de travaux qui vont évidemment dans ton sens. Et c'est vrai qu'il y a aussi le côté aussi, moi, que j'aimais, c'est le côté bataille psychique. Il revient assez souvent avec cette magie. Oui, ben parce que justement, les pharaons et tous ceux qui ont découlé après, même s'ils n'étaient pas de la même race, mais tous ceux qui ont pu récupérer une certaine quantité et qualité d'informations de leur technologie, utilisent ça même à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est très très utilisé, hein, même actuellement, faut pas croire. Hein. Donc, il y a, comme je dis dans le livre, d'ailleurs, j'appelle ça des schelms, ce sont des êtres mentaux, mentalement créés par l'homme, à qui on donne une certaine fonction. Le problème, c'est que si tu l'utilises pour le mal, comme c'était le cas avec les pharaons, tout au moins pour la plupart, tôt ou tard, ils se retournent contre toi. Mais il y a des façons de le créer de manière à ce qu'il reste pratiquement, quasiment permanent sur le lieu où ça a été décidé au départ. Et c'est là que, justement, je décris dans le livre le combat entre le bon, qui est le héros de l'histoire, et les gars qui ont été implantés là, quoi, qui ont été implantés au niveau de la pyramide et qui sont utilisés aussi en dehors de là, puisque, tu vois, il y a pas mal de morts qui sont créées, provoquées par ce genre de personnages. Bien sûr. Et donc, je pourrais rebondir dans ce que tu dis, Jacob, en disant que cette bataille psychique, finalement, est une certaine forme d'égrégore. Ah ben, c'est certain. C'est certain, en ce sens que finalement, la personne transmet sa personnalité réelle au travers de ses actes psychiques, qui ne sont que finalement la manipulation de certaines forces, de certaines lumières, parce que tout est à l'état de lumière en réalité, ça dépend comment tu l'utilises. Bon, un exemple, tu peux avoir des sons qui sont bénéfiques, qui te reposent, et d'autres sons qui vont t'agresser, voire même parfois rendre malade ou tuer. Bon. Donc c'est toujours bien entendu une question d'égrégore dans le sens où tu développes ta personnalité, tu démontres ta personnalité au travers de tes actes dans ce genre de choses. Première question, Jacob. Hein. C'est vrai que l'histoire tient, enfin, l'Égypte tient une place importante au sein de cet ouvrage. Donc nous savons que nous avons retrouvé des pharaons avec des crânes allongés. Et toi, tu ne l'as pas mentionné dans cette histoire. Pourquoi les pharaons n'ont pas de crâne allongé, Jacob, pour toi? Alors, je ne l'ai pas mentionné dans cette histoire pour que les gens partent sur une idée stable de gens qui nous ressemblent, etc. Et puis après, petit à petit, on voit qu'ils ont quand même des capacités, pour ne pas dire des pouvoirs, parce que je n'aime pas ça, qui sont surhumains par rapport aux gens de la Terre. Bon, maintenant, il y a une chose, c'est que j'ai trouvé hier, tout à fait par hasard d'ailleurs, un texte qui est du prophète Daniel, et chapitre 12, si je me souviens bien, et qui décrit que des êtres sont venus le contacter alors qu'il était au bord de la rivière, et qui sont habillés et qui reflètent la lumière, exactement comme je décris les personnages dans mon livre. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a retrouvé des restes extraterrestres sous certaines grandes pyramides, et que ça ressemble fort, bien sûr, au livre que j'ai écrit où la navette s'est enfoncée dans le sol parce qu'elle n'a pas pu s'arrêter. Elle avait un problème, elle n'a pas pu s'arrêter, elle s'est enfoncée dans le sol et ils ont construit une pyramide au-dessus. Donc, ça, c'est la raison. Ensuite de ça, c'est pas partout que sur Terre on dit que les pharaons avaient la tête allongée. Il y en a eu, si tu regardes bien le livre, je décris qu'il y a différents dieux, entre guillemets, de l'Antiquité, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans le nord de l'Europe, comme Thor, Odin, ou bien en Chine, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté de la couleur de la peau, la forme des yeux, ou les couleurs des cheveux, des personnages, où ils se sont implantés en arrivant sur Terre. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, chacun a choisi un rapport du lieu qui lui convenait le mieux par rapport à sa mentalité, justement pour se partager un certain territoire.
Maintenant, où j'ai appuyé beaucoup dans ce livre, ça a été sur les pyramides pour plusieurs raisons. D'abord, la seule chose qui me vient à l'idée, et j'ai retrouvé des traces, c'est que j'explique, je décris un appareil avec lequel ils ont découpé et déplacé les pierres. J'ai trouvé, entre-temps, une photo qui montre une statue de Ramsès II qui n'a pas encore été élevée, qui est encore couchée, et qui tient dans sa main droite un cylindre, comme je le décris dans mon livre. Donc, il faut savoir que si l'on agit par résonance, on peut, grâce à un tube, un petit peu comme une flûte ou une trompette, provoquer des sons ou des vibrations qui sont en harmonique avec les pierres précieuses qui sont posées dessus. Donc, l'activateur, c'est la voix de l'homme, et ce qu'on retrouve à l'heure actuelle dans les mantras, etc. Et que là, on peut agir sur différents matériaux. Il est connu que si on accélère par une fréquence très proche juste la couche extérieure d'un atome, la couche d'électrons, on va voir cette couche d'électrons se séparer, donc perdre des électrons, et à ce moment-là, petit à petit, l'atome finit par disparaître, comme si tu l'avais coupé au couteau. Ça explique, entre autres, toutes les photos que l'on voit de pierres qui ont été découpées avec une précision et tout, un peu partout dans le monde. Voilà, ça c'est un truc qui me touche à cœur. Et en plus de ça, les pyramides servent de résonance. Il faut savoir que en 96, il y a eu un tremblement de terre au Caire. Les pyramides ont tremblé. 3 jours après, il y a eu un tremblement de terre en Amérique du Sud. C'était bon, le nom du pays m'échappe, mais c'était en Amérique du Sud. Et 3 jours après, il y a eu un tremblement de terre du côté de la Chine. Et comme je faisais des conférences sur les pyramides à ce moment-là, j'ai pris une map monde et j'ai tracé une ligne, et je me suis aperçu que les 3 points faisaient une ligne droite. Donc, est-ce que ce n'est pas les ondes fractales émises par la pyramide après le tremblement de terre qui ont provoqué par écho les autres tremblements de terre là-bas? Ça, c'est un truc que je serais prêt à parier, mais bon, je peux pas apporter de preuves physiques, on va dire. Voilà, dans l'ensemble, voilà un petit peu. Donc, dans le même ordre d'idées, si tu émets une fréquence bien particulière, avec une modulation bien précise sur un objet, tu vas faire tourner tous les atomes dans la même direction, ce qui va créer un champ électromagnétique qui équivaut pas à une gravitation, mais à une répulsion du support sur lequel il se trouve. Et à ce moment-là, ça perd de la masse et tu peux pousser, tu peux déplacer les objets. D'accord. Oui, donc une hypothèse qui n'en est pas une finalement, puisqu'on peut retrouver ça dans la science dite officielle, Jacob. Ben, de toute façon, la question reste toujours posée. Comment, à l'époque antique, ils ont pu déplacer des blocs pesant jusqu'à 1000 tonnes, et parfois plus, et comment ils ont pu les tailler? Parce que est-ce que tu as déjà vu une pierre ou un monolithe de 30-40 mètres de long, taillé d'une seule pièce, comment après il le transporter? Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur le sujet. Après, on peut leur donner du crédit plus ou moins, mais c'est vrai que chacun porte, j'allais dire, sa pierre à l'édifice pour le coup. Oui, mais personne n'a la réponse. Tandis que là, j'apporte une réponse quasi plausible. D'accord? Alors après, bon, bien entendu, il y a des gens qui vont adhérer à l'idée, il y en a qui n'en voudront pas, mais ça fait partie de la vie. On trouvera toujours quelqu'un qui est d'accord avec toi et quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, ça fait partie du jeu, c'est tout. Bien sûr, mais bon, je trouve quand même des hypothèses assez intéressantes pour le souligner ici, c'est vrai. Donc, Yakov, dans ton livre, il y a un personnage que tu as nommé Chaosman, qui d'ailleurs, je trouve, est un personnage qui joue un rôle important dans l'histoire. Peux-tu nous dire lequel finalement? Alors, il faut savoir que dans l'histoire, je reprends 2 personnages des temps anciens que je remets en contemporain. Le premier qui vient en position chronologique du livre, c'est Ramsès II, on l'a compris. Le deuxième, c'est
Joseph. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a eu un personnage qui s'appelait Joseph et que j'appelle Cosman, qui revient dans les temps présents sous l'aspect de Cosman. Et justement, si tu as lu le livre, tu t'aperçois qu'à un moment, il retourne dans le passé pour récupérer des informations de son lui du passé. Donc, ce sont deux personnages. Donc, c'était quelqu'un qui avait une très, très grande sagesse et qui, justement, de par cette sagesse, a pu éviter beaucoup de guerres, beaucoup de malheurs. Et c'est pour ça qu'il revient maintenant pour, justement, tenter d'éviter dans ce qu'il a fait il y a 3000 ans et d'essayer de le refaire à nouveau. Mais cette fois, au lieu d'avoir Ramsès II comme ennemi, il a Ramsès II en quelque sorte comme allié. Voilà pourquoi. Donc, c'est quelqu'un qui a bien entendu de grandes connaissances et de par ses connaissances et cette sagesse, il a des capacités psychiques qui sont au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne des gens, quoi. Voilà. Alors, il y a un autre personnage dans ton livre qui recrée une voiture volante. Alors, j'aimerais te poser cette question. Finalement, est-ce que tu as voulu, par là, montrer aussi le travail de Jean-Pierre Petit dans sa magnéto-hydrodynamique, ou MHD? Est-ce que tu as fait un rapport par rapport à ce personnage qui crée sa voiture volante, Jacob? Oui, alors en fait, c'est parce que j'admire beaucoup ce monsieur et que j'adhère à ses idées à 100%. Maintenant, je ne suis certainement pas à son niveau de compréhension ou d'application de ce genre de choses, mais sur le principe, j'espère ne pas l'avoir déformé en tout cas. Le fait est qu'il est possible de créer un engin qui se déplace dans un fluide et qui, de par la ionisation de ce fluide, en utilisant des électrodes soit de même polarité, soit de polarité opposée, provoquer un mouvement dans ce fluide ionisé qui pourra mettre l'élément, enfin le véhicule, dans ce cas-là c'est une voiture, pourra mettre cette voiture dans un déplacement par rapport au fluide. Donc à ce moment-là, ça peut rouler, ça peut voler. Bon, là je prends l'exemple de 30 000 km à l'heure, ce qui entre nous soit dit, à mon avis, n'est pas exagéré parce que il n'y a pas de limite dans ces choses-là, puisque nous avons vu j'ai eu l'occasion de voir par rapport à ce que j'ai pu lire et visionner sur les travaux du professeur Jean-Pierre Petit, qu'il y a une ionisation des ailes, de l'attaque des ailes et de la carlingue de certains avions qui permettent d'éviter le frottement de l'air sur les bords d'attaque et qui à ce moment-là supprime le mur de la chaleur et donc laisse passer à des vitesses qui dépassent, qui peuvent atteindre Mach 20. Malgré ce que disent les gouvernements ou quoi, il y aurait à l'heure actuelle des engins qui se déplaceraient avec des propulseurs conventionnels, ce qui n'est pas négligeable, à Mach 20. Bon, là, c'est pas le cas, c'est uniquement par MHD. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais toutefois, il faut faire la différence avec le côté où je parle d'un engin qui arrive sur la planète Zeta dans le livre, qui là fonctionne par dégravitation. Il ne faut pas mélanger les choses, ce sont deux choses différentes. La MHD se situant dans un fluide, alors que la dégravitation se situe n'importe où dans un fluide. Quand on dit un fluide, on entend plus ou moins matière, de l'air, de l'eau, alors que la dégravitation va se situer dans l'air, dans l'eau ou en dehors de l'atmosphère. Bon, c'est la grande différence entre les deux. Mais effectivement, c'est pour tirer un petit chapeau, un petit coup de chapeau au professeur Jean-Pierre Petit que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, moi, dans ton bouquin, Jacob, j'y relève encore, bien sûr, encore un autre clin d'œil. Alors, tu vas me le confirmer ou pas. Il y a deux vaisseaux lunes qui arrivent sur la Terre et ces deux vaisseaux lunes se positionnent face à face. Alors, est-ce que toi, tu as voulu faire un clin d'œil en apportant, je veux dire, du crédit, en apportant, pardon, du crédit à un ancien texte qui dit que justement, à l'époque, nous avions deux lunes face à face sur la Terre? Oui, alors effectivement, il y a un ancien texte qui dit qu'au moment de la création, il y avait deux lunes et deux soleils. Et qu'à la fin des temps, il y aura également deux lunes et deux soleils. D'ailleurs, tu le comprends très bien à la fin du livre,
où, en fait, étant donné que il y a un changement de niveau vibratoire, il y a deux terres, deux lunes, deux soleils, puisque ce sont deux systèmes solaires qui sont pas sur la même fréquence, en fait, qui se séparent pour, monter dans une vibratoire plus importante, plus haute, et l'autre qui reste à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en fait, c'est vrai qu'il y a eu, d'après ces descriptions, deux lunes et deux soleils. Et ça serait ce qui devrait arriver à la fin des temps. D'où le titre du film, du livre, pardon. Tout à fait. Mais au niveau des vaisseaux, il y a quand même une très grande corrélation également, si l'on peut regarder comme ça, entre les écrits de Platon qui décrivait l'Atlantide comme étant une ville sur Terre et la description des vaisseaux que je fais, où effectivement ce sont plusieurs couches concentriques qui protègent les habitants qui sont au centre ou presque au centre et qui simultanément servent de protection au niveau des astéroïdes, des poussières, etc., et au niveau des radiations. Mais en même temps, concentre une certaine gravitation de manière à ce que les gens puissent vivre à peu près normalement. D'ailleurs, on voit que sur la Lune, il y a une gravitation qui est 6 fois moindre que sur la Terre, mais à l'extrême, s'il y avait de l'atmosphère, les gens pourraient y vivre. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, si on descendait un peu plus vers l'intérieur, on verrait qu'à une certaine profondeur, on aurait la même gravitation que sur la Terre. Oui, et d'ailleurs, tu confirmes quelque part, et tu le confirmes, Yakov, et c'est vrai que tu parles de Platon, mais Platon, lui, nous avait décrit, je dirais, l'Atlantide en 2D, chose qui n'est pas le cas avec toi. C'est ça. Maintenant, il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de construire quelque chose de grand, de le représenter en 3D. Par contre, il peut le représenter en 2D. Tout ce qui a été fabriqué à l'époque où il n'y avait pas encore toute cette informatique, c'était des dessins en 2D faits sur des plans, sur du papier, et pour faire des bâtiments, des voitures, des sculptures, mais le dessin au départ était en 2D. Donc, quand tu veux représenter quelque chose que tu ne peux pas faire en 3D, vu la taille, c'est évident que tu vas pas construire l'équivalent d'une lune sur Terre, mais tu peux le représenter en 2D pour avoir une approche de la compréhension, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc., pour voir toutes les fonctions. Donc, Jacob, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission, en ton honneur. Donc, dans ce livre de science-fiction qui, comme chacun l'aura compris ici, finalement n'en est pas un, puisque tu mets tes travaux en pratique sous le label SF. Alors, ce que j'y ai noté et ce que j'ai vraiment aimé dans ton bouquin, et d'ailleurs je conseille à beaucoup de gens de le lire pour maintes et maintes raisons évoquées avant, il y a l'espoir. C'est-à-dire que nous pouvons encore maîtriser notre destin. C'est ça, Jacob? Alors, tout à fait. Déjà, dans ce livre, il y a toujours une notion d'amour, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce que c'est par l'amour que tout peut être sauvé, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un pense du positif, il retransmet autour de lui du positif. Quand il pense du négatif, il va transmettre autour de lui du négatif. Donc la question qui vient à l'esprit, c'est si tout le monde pense à tendre la main à l'autre et, dans cas de danger, défendre l'autre au lieu de le laisser crever, à ce moment-là, on peut changer tout. Tout, c'est-à-dire que la pensée humaine, l'action humaine agit même sur les tremblements de terre, sur l'état de la planète, etc. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une fin du monde un jour, mais en attendant, on peut soit l'annuler, soit la reculer, et en tout cas, surtout, beaucoup mieux vivre. Et c'est ça qui entre en jeu. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un film de ce livre. Pourquoi? Parce que lire, c'est bien, mais les gens ont du mal à se représenter cela en images quand ce n'est que écrit. Et que, de ce fait, il faudrait, avec des effets spéciaux, on peut représenter vraiment la pensée que j'ai mis dans ce livre-là. Et ça marquerait beaucoup plus les gens pour les attirer vers des actes positifs, vers l'amour, vers l'espoir, parce que tout, quel que soit le futur prévu, il peut toujours être changé. On ne peut pas changer le passé, peut-être,
mais on peut changer le futur à partir de la minute qu'on vit là. Alors après, c'est aux gens de choisir. D'accord, d'accord. Donc, j'aimerais qu'on en termine sur ce message d'espoir, finalement. Et je te remercie, Jacob, d'avoir participé à cette interview, donc à mon émission. Et j'espère très prochainement, sûrement pour un prochain ouvrage, alors, si tu as envie de l'exposer ici. Et merci, Jacob. Merci à toi et à bientôt. À bientôt. Très sympathique. Merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir.